Bonsoir, et ce soir dans l'Actu Vue d'ici, j'ai la joie de recevoir Vincent Villemain. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université du Maine. Vous allez nous parler du colloque international sur les religions face aux théories et aux politiques de la race, donc du 15e au 21e siècle. Ça se tiendra du 1er au 3 juin à l'Université du Maine. Tout d'abord, le mot race, est-ce qu'il peut être encore utilisé aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il l'est manifestement par un certain nombre de personnalités politiques, y compris récemment. Je crois que la question, en fait, tient moins du terme même que du contenu qu'on y met. Et à vrai dire, la logique de la dynamique de la pensée raciale est plus importante que le terme lui-même. Est-ce que ce mot, justement, sépare? Est-ce que le mot race, il ne faudrait pas plutôt l'enlever directement du dictionnaire? Alors, par définition, le terme de race est clivant, il est là pour exclure, pour discriminer, mais l'expérience a montré, ce dernier demi-siècle, que bannir le mot race du vocabulaire n'avait pas du tout interdit le racisme. Donc ce qu'il faut traquer, c'est moins le mot race que les dynamiques d'exclusion à l'œuvre à travers la race, parce qu'après tout, dire de quelqu'un qu'il est inférieur racialement ou dire de quelqu'un qu'il est d'une culture inférieure et inintégrable ou d'une ethnie inférieure et inintégrable, c'est finalement la même chose. Donc ce sont les dynamiques d'essentialisation de l'individu dans un groupe qu'il faut traquer et combattre. Et donc voilà, comment éviter le racisme, c'est justement éviter ce genre de séparation, c'est ça, avec la culture, c'est ça? Éviter de considérer qu'un individu est déterminé par son appartenance à un groupe, quel qu'il soit. Donc c'est changer les idées les pensées, c'est ça, l'essentialisme, hein, vous m'aviez parlé. Oui, le principe du déterminisme d'un individu à l'intérieur d'un groupe, dont on ne peut échapper, c'est ce qu'on appelle l'essentialisation, et c'est ça qui est à l'œuvre, c'est le principal aspect de la dynamique de la pensée raciale qui est à l'œuvre. Comment évoluer justement ce mot au fur et à mesure des siècles ? Alors le terme de race apparaît dans les langues ibériques autour du XVe siècle et désigne à l'origine en fait une notion de lignage. Et progressivement, son usage va glisser vers l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'ancêtre de la biologie, pour désigner ce qu'on appelle en biologie un taxon, une catégorie, donc pour classer, pour séparer à l'intérieur de l'espèce humaine donc différentes populations, donc race noire, race blanche, race jaune, et il y a eu de multiples usages de ces différentes couleurs. Mais néanmoins, il faut bien retenir que dans l'histoire de la race, on a bien ces deux usages. Une catégorie prise sur un plan horizontal et puis un lignage pris sur un plan vertical. À travers la généalogie sur la base de la Bible, la religion explique un petit peu la hiérarchie des peuples, des couleurs, c'est ça? Alors, la race a été d'abord conçue comme une catégorie scientifique. Et longtemps, l'historiographie de la race a été liée à l'histoire de l'émergence de la pensée scientifique à l'époque moderne et de son conflit avec le magistère, avec l'autorité religieuse. Et donc, on a eu tendance à associer étroitement race et science. En réalité, on constate que la religion, même si en théorie, elle devrait s'opposer à toute notion de race, est tout à fait capable non seulement de tolérer de la race, mais également d'en produire. Et d'en produire notamment dans le sens de race comme lignage, à partir d'interprétations de textes religieux, et l'association en fait d'une population à une ascendance particulière et généralement maudite par Dieu ou par un patriarche quelconque. Il y a un exemple dans la Bible? Oui, bien entendu, l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de la malédiction qu'on appelle la malédiction de Cham. Donc Cham est un des 3 fils de Noé qui sortent de l'arche après le déluge. Et Cham a le malheur de voir Noé ivre et nu après avoir trop fêté la fin du déluge. Et alors que ses 2 frères, Sem et Japhet, ne regardent pas leur père nu et le couvrent d'une couverture. Et quand Noé se réveille, il maudit non pas Cham, mais le fils de Cham, Canaan, et le condamne à être l'esclave de ses oncles, Sem et Japhet. Or, certaines interprétations religieuses de ce texte ont amené à penser d'une part que Cham était l'ancêtre de toutes les populations noires, toutes les populations africaines, et donc par conséquent que toutes les populations africaines devaient logiquement être esclavagisées sur la base de ce texte religieux. Mais on peut trouver quantité d'autres exemples de cet ordre-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de la séparation, on va dire, du racisme en politique, hein? Je parle par exemple avec l'exemple Trump en Autriche, le FN en France, Morano, voilà. Encore une fois, c'est moins la race qui est en question que les logiques d'exclusion à l'intérieur d'un groupe. Et effectivement, on a vu ces dernières années une résurgence de non seulement ces logiques d'exclusion, mais également un retour de l'emploi du terme de race pour les désigner.
effectivement. Quel est le rôle quel rôle les religions ont joué, par exemple, on peut parler de l'euthanasie, voilà, durant la Seconde Guerre mondiale, quel rôle, par exemple, le Vatican a eu? Alors, vis-à-vis des politiques raciales, le Vatican a condamné la théorie nazie en 1937 avec l'encyclique Mit Brennender Sorge, mais parallèlement, le Vatican ne comprend pas et ne condamne pas les théories raciales japonaises à la même époque. Et si le Vatican a condamné les théories raciales nazies, il s'est néanmoins largement tu au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il avait connaissance par différents canaux de l'extermination des Juifs. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est que les milieux religieux ont réagi très différemment aux politiques raciales, ont pu très bien faire le silence, comme c'est le cas par exemple du pape pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pu contester aussi, puisque certaines personnes au nom de la religion ont contesté les politiques raciales, mais certains ont pu également les accepter, voire les soutenir. C'était le cas par exemple dans certaines églises en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, ou aux États-Unis, au temps de la ségrégation. Au niveau des autres religions, est-ce qu'on a d'autres faits comme ça ? Bien entendu, mais les choses sont un petit peu différentes parce qu'on a tendance à lire les relations entre religion et race sur la base des religions qu'on connaît le mieux, le christianisme, le judaïsme, l'islam, et les choses sont un petit peu différentes dans d'autres religions comme l'hindouisme, qui est une religion qui est déjà très marquée par l'idée d'ethnie et par l'idée également effectivement des castes. Et donc les choses sont assez différentes, ce qui n'empêche pas ces religions de dialoguer avec l'idée de race telle qu'elle est importée d'Europe et de s'adapter également avec celle-ci. Ce sera un des enjeux du colloque d'ailleurs que d'étudier ces aspects-là. On va revenir au colloque. Ça dure 3 jours. Pourquoi 3 jours ? 3 jours parce qu'il y a une trentaine d'intervenants qui vont participer à ce colloque. C'est un colloque donc international puisqu'on aura des intervenants qui vont venir d'outre-Atlantique, des États-Unis, de Colombie, mais également d'Asie, du Japon, et puis d'un peu de différents pays d'Europe. Donc 3 jours avec 2 journées à l'Université du Maine et une 3e journée à Paris pour diversifier un petit peu les lieux. Quel est l'intérêt d'avoir une diversité justement des intervenants ? La diversité des approches, mais également souvent diversité des sujets. C'est vraiment l'objectif de pouvoir dialoguer, échanger sur différents thèmes autour donc, de cette problématique des religions face aux théories et aux politiques de la race. Justement, le public, c'est ouvert à tout le monde ? Pas exactement. C'est ouvert sur inscription, donc inscription payante pour la plupart des potentiels visiteurs, gratuite heureusement pour les étudiants. En revanche, le colloque est disponible et visible en streaming sur la chaîne Dailymotion, disponible depuis le site du colloque. Et une conférence grand public portant sur ces thématiques en lien avec l'actualité sera organisée à Ève, donc l'espace de la vie étudiante de l'Université du Maine, le mercredi 1er juin de 20h à 21h30. Qu'est-ce que le public va pouvoir trouver en venant à ce colloque ? Beaucoup de réflexions sur soi-même et sur ses pensées de la diversité et sur son rapport également à la religion, très certainement. Il y a un débat aussi ? Il y aura des débats évidemment après chaque session. Dans chaque session même, il y a plusieurs débats qui sont proposés au public et évidemment il y aura débat au cours de la conférence à la suite des interventions. L'intérêt, c'est d'ouvrir justement la parole, si on peut dire ça comme ça. Oui, sans doute, on peut dire ça comme ça. Et voilà, on va le rappeler quand même, c'est donc du 1er au 3 juin, donc à l'Université du Maine. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site ? Sur le site du colloque, que vous trouvez facilement en tapant les termes du colloque dans Google. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.